Et si notre identité n'était pas définie par qui nous sommes, mais au fond, parce que nous ne sommes pas? Et si le plus grand fardeau, ce n'était ni le destin, ni la société, mais la liberté elle-même? Aujourd'hui, on s'attaque à un monument, une œuvre philosophique parmi les plus exigeantes, les plus déstabilisantes du XXe siècle, L'être et le néant, de Jean-Paul Sartre. C'est une véritable plongée dans la condition humaine. Et il faut le dire tout de suite, ce n'est pas un livre fait pour réconforter. C'est un livre destiné à réveiller. Sartre ne nous demande pas qui nous sommes. Il nous demande plutôt pourquoi on passe notre temps à se mentir à nous-mêmes. Absolument. Et avant de se perdre dans les concepts, qui peuvent faire un peu peur, il faut vraiment poser le décor, le contexte. Le livre sort en 1943. On est en pleine France occupée, c'est un monde qui s'effondre, où tout ce qui semblait solide, ne l'est plus. Exactement. Et c'est dans ce chaos, dans ce silence des valeurs traditionnelles, que Sartre pose une question radicale. Que signifie exister quand il n'y a plus de guide? Ni Dieu, ni nature humaine fixe, ni sens prédéterminé. Et sa réponse va tout dynamiter. C'est la fameuse phrase qu'on a tous entendue au moins une fois, « l'existence précède l'essence ». Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Prenons un objet, un simple coupe-papier. Avant même d'exister, son créateur sait exactement ce qu'il va être. Sa fonction, son but, son essence, en quelque sorte, vient avant son existence. D'accord. Le plan vient avant la chose. C'est ça. Et pour Sartre, l'erreur de toute la philosophie, c'était de penser l'humain comme ça, comme s'il y avait un plan divin ou naturel pour nous. Donc si je suis la logique, on ne naît pas bon ou mauvais, courageux ou lâche. On est, c'est tout. On est jeté dans le monde sans mode d'emploi, et c'est seulement après, par nos choix, par nos actions, qu'on se définit. C'est exactement ça. On n'est rien d'autre que ce que l'on fait. Il n'y a pas de moi caché derrière nos actes. L'essence, c'est le résultat, pas le point de départ. Pour expliquer ça, il divise la réalité en deux. Deux grands modes d'être. Le premier, c'est l'être en soi. Oui, l'en soi, c'est le plus simple. C'est l'être des objets. Le monde inerte. Un rocher est un rocher. Voilà. Il est plein, complet, il coïncide parfaitement avec lui-même. Il est ce qu'il est, et c'est tout. Une chaise, elle ne se demande jamais si elle devrait être une table. Elle est simplement là. D'accord, ça c'est le monde des choses. Fixe, sans question, facile. Mais alors, nous, c'est là que ça devient. C'est là que tout bascule. Nous, c'est l'être pour soi. La conscience humaine. Et à l'inverse des objets, on n'est jamais complet. On ne coïncide jamais parfaitement avec nous-mêmes. Il y a toujours un décalage. C'est ce qui nous permet de nous projeter dans l'avenir, ou de regretter le passé, non? On n'est jamais juste là, comme un caillou. Précisément. On est toujours à distance de soi, on est défini par un manque, par une ouverture, et ce vide en nous, cette absence, c'est ce que Sartre appelle le néant. Le néant. Le mot peut faire peur, on imagine le vide absolu. Mais chez Sartre, c'est paradoxalement tout. Oui, c'est fascinant. Ce néant, ce rien, c'est ce qui nous permet de tout faire. C'est ce trou dans l'être qui nous permet de prendre du recul. C'est grâce à lui qu'on peut dire « je ne suis pas juste mon métier » ou « je ne suis pas encore la personne que je veux être ». C'est la source de l'imagination, du désir, du choix. Et donc de la liberté, mais aussi de l'angoisse. Ce qui nous amène cette autre phrase un peu déroutante. L'homme est un être qui est ce qu'il n'est pas et qui n'est pas ce qu'il est. C'est le mouvement perpétuel de la conscience. Ce que je suis à l'instant T ne me définit pas, parce que je suis aussi tous les projets. Et inversement, ce que je projette d'être n'est pas encore là. On est toujours en fuite. Et cette fuite, cette possibilité constante, c'est la liberté. Et on en arrive à son affirmation la plus radicale, je pense. Ah oui. Nous sommes condamnés à être libres. Condamné, oui. Le mot est fort. Ce n'est pas un cadeau. C'est une sentence. Mais pourquoi condamner? La liberté, c'est ce qu'on recherche tous, non? C'est une sentence parce qu'on ne peut pas y échapper. On ne peut pas ne pas choisir. Même refuser de choisir. C'est un choix. C'est un choix. Et du coup, la responsabilité est totale. On ne peut plus se cacher derrière Dieu, la nature, la société. C'est une idée puissante, mais elle est aussi écrasante. Est-ce que ce n'est pas un peu cruel de dire à quelqu'un qui vit dans la misère qu'il est totalement responsable? On ignore tous les déterminismes sociaux, là, non?
C'est la critique la plus juste et la plus fréquente qu'on lui a faite. Et il faut être précis, Sartre ne nie pas ce qu'il appelle la situation. Notre corps, notre passé, notre classe sociale, on ne choisit rien, tout ça, ce sont des faits bruts. D'accord. Mais, et c'est là tout le propos, cette situation n'a de sens que par la manière dont on la vit, par les choix qu'on fait à partir d'elle. Donc, ce qui compte, ce n'est pas les cartes qu'on reçoit. Mais la manière dont on les joue. Exactement. L'important n'est pas ce qu'on a fait de nous, mais ce que nous faisons, nous, de ce qu'on a fait de nous. Et la prise de conscience de ça, de cette responsabilité sans excuse, c'est ça l'angoisse. C'est ça l'angoisse. Il faut bien la distinguer de la peur. La peur, c'est face à un danger extérieur, un chien méchant. Un examen? Voilà. L'angoisse, c'est le vertige face à sa propre liberté. C'est la peur de ce qu'on pourrait faire, la peur de sa propre responsabilité sans limite. Et face à ce vertige, j'imagine que le réflexe, c'est de fuir. C'est la stratégie qu'on adopte presque tous, tout le temps. Une fuite que Sartre a baptisée d'un nom célèbre, la mauvaise foi. La mauvaise foi. Donc, ce n'est pas juste mentir aux autres, c'est se mentir à soi-même. C'est le mensonge à soi-même par excellence. C'est prétendre qu'on est une chose fixe, un en soi, pour ne pas affronter l'angoisse d'être libre. L'exemple qu'il donne, c'est celui du garçon de café. Il ne fait pas juste son travail, il joue à être un garçon de café, avec un zèle presque mécanique, comme si son être se réduisait à cette fonction. Il se fiche dans un rôle pour se rassurer, pour se dire « je suis ça et rien d'autre ». C'est très actuel en fait. Le personal branding sur les réseaux sociaux, c'est un peu ça. C'est une transposition parfaite. On se crée un personnage, l'entrepreneur à succès, la mère parfaite. Et on finit par y croire pour ne pas affronter nos doutes. C'est se dire « je n'avais pas le choix, c'est mon caractère ». Et Sartre répondrait toujours « on a toujours le choix ». Même le choix de la mauvaise foi est un choix qui nie notre liberté. Jusqu'ici, on a beaucoup parlé de l'individu face à lui-même. Mais tout change quand une autre personne entre en scène. C'est le fameux concept du regard. C'est un basculement fondamental, oui. Le regard, c'est l'expérience de se sentir vu par un autre. Et à ce moment-là, notre monde est bouleversé. On cesse d'être une pure conscience libre, le centre de son univers. Pour devenir un objet dans le monde de l'autre. Mon monde se met à saigner, c'est une image très forte qu'il emploie. Exactement. L'autre, par son simple regard, me vole mon monde et me fige. Il me donne une étiquette. Le maladroit, le timide, la personne en colère. Et c'est là que naît la honte. La fierté aussi. Des sentiments qu'on ne peut pas ressentir seul. Ils naissent du fait d'être un objet pour autrui. Et c'est ça qui explique sa phrase la plus connue, et souvent la plus mal comprise, « L'enfer, c'est les autres ». Oui, ce n'est pas que les autres sont méchants, c'est que leur regard est une menace constante pour notre liberté, parce qu'ils nous transforment en objets, ils nous figent dans une identité. C'est une bataille permanente pour ne pas être définie par le jugement des autres. Et cette bataille, ce conflit des libertés, il atteint son paroxysme dans l'amour. J'imagine. L'amour, chez Sartre, est profondément paradoxal. C'est un projet presque voué à l'échec. Pourquoi? Parce qu'on veut deux choses contradictoires. On veut que l'autre nous aime librement, parce qu'un amour forcé n'a aucune valeur. Bien sûr. Mais en même temps, on veut être tout pour cette personne, que son amour soit nécessaire, qu'elle ne puisse pas s'en passer. On veut qu'elle soit libre, mais pas libre de partir. C'est impossible. Assuré, on détruit sa liberté et donc l'amour lui-même. Donc, les relations humaines sont vues comme des luttes de pouvoir subtiles pour la liberté. C'est une vision assez sombre. C'est intense, oui. On oscille entre le sadisme, vouloir contrôler l'autre, et le masochisme, vouloir devenir un objet pour l'autre. L'amour authentique, la reconnaissance mutuelle de deux libertés, est un équilibre très fragile. D'accord. Le tableau est puissant. Liberté angoissante, les autres qui nous figent, l'amour quasi impossible. Est-ce qu'il y a une sortie de secours? Une manière de vivre avec tout ça? Absolument. Et c'est là le point de bascule. Tout ce diagnostic n'est pas une fin en soi. C'est la condition pour pouvoir choisir de vivre de manière authentique. Et pour ça, Sartre utilise une métaphore magnifique. L'être humain comme projet. On n'est pas une chose, on est un projet. Voilà. On n'est jamais terminé. On est toujours en train de se faire, de se jeter en avant. Le passé n'est pas une fatalité, il informe juste nos choix présents. Le sens de la vie ne se découvre pas comme un trésor caché. Il se crée. Il s'invente par l'action, par l'engagement. Donc,
Si on devait résumer, le message final, ce n'est pas le désespoir, c'est une responsabilité radicale. Puisqu'il n'y a pas de plan, notre seule mission, c'est d'en créer un. C'est ça. Sartre ne donne pas de réconfort facile. Il donne de la clarté. Son livre est un miroir, et ce qu'on y voit est parfois dérangeant. Il nous force à regarder notre fuite face à notre propre liberté. Et il nous laisse avec des questions essentielles. Où est-ce que je me cache de ma liberté? Dans quel rôle? À quel point je me dis je n'ai pas le choix? Et la question la plus importante, qui est-ce que je choisis de devenir là, maintenant, par ma prochaine action? Le message est exigeant, c'est certain, mais il est profondément responsabilisant. C'est un appel au courage. Le courage d'accepter qu'il n'y a pas de filet de sécurité. L'important, au final, ce n'est pas ce qui nous est arrivé, c'est ce que l'on choisit d'en faire. Et c'est dans ce choix que l'on se crée soi-même.